l'honneur qui m'a toujours été fait par mes jeunes frères, mes camarades étudiants, et particulièrement au niveau de l'université de Maradi, quand il y a des occasions pareilles. En tout cas, nous avons toujours été invités à venir partager avec les camarades un certain nombre, si vous voulez, je ne dirais pas de connaissances, mais peut-être d'expériences ou même d'informations qui vont nous permettre ensemble de voir ce que nous pouvons faire pour notre pays, le Niger. Alors, par rapport à ce thème du forum, et particulièrement par rapport à la question de la sécurité ou de l'insécurité, le maintien de la paix, comme ça a été dit dans le thème, ce que je voulais, moi personnellement, dire, c'est que c'est une très bonne chose qu'aujourd'hui, les étudiants de l'université Dandu Kodam Kulodo de Maradi, qu'ils aient pensé à créer ces créneaux-là pour permettre, y compris avec l'invitation des autres secrétaires généraux des différentes universités publiques du Niger qui ont bien voulu faire le déplacement de Maradi, venir partager effectivement ce souci qui doit être une préoccupation de tous les jeunes du Sahel en particulier et de ceux de l'Afrique, parce que vous l'aurez constaté dans les interventions en tout cas qui m'ont précédé, il a été fait cas de l'insécurité qui est en train de gagner, y compris nos pays côtiers. Donc, et qui ne devait pas être le fruit d'un hasard, qui n'est pas aussi une situation naturelle, mais c'est une situation qui a été créée. Mais le plus important, c'est effectivement quand on échange, de voir, puisque c'est déjà un fait. Moi, ce que je voulais ramener comme polémique, c'est surtout le fait que nos plus hautes autorités, jusque-là, n'acceptent pas de dire officiellement que nous sommes en insécurité de manière à ce que ça puisse interpeller toutes les institutions de la République, tous les citoyens, pour qu'on regarde du même côté et qu'on trouve une solution durable. On est en train de spéculer encore officiellement. Donc si l'université de Maradi, à travers les étudiants, a pu poser le débat, je crois que c'est quelque chose qu'il faut saluer à sa juste valeur. Mais j'aurais voulu aussi qu'on mette les enseignants-chercheurs à contribution, parce que moi je m'étais chaque fois demandé, cette situation d'insécurité, ce terrorisme importé et qui commence à devenir une réalité quotidienne des Nigériens particulièrement, est-ce qu'il y a eu des études de sociologues, des anthropologues et de tous ceux qui peuvent, par rapport aux sciences humaines, amener une contribution pour qu'on puisse cerner d'abord le fléau afin de proposer des solutions durables? On n'a pas eu de choix. On a toujours dit que c'est une guerre asymétrique qui nous a été imposée. Mais normalement, on doit en faire face. En même temps qu'on utilise nos FDS, on doit utiliser en tout cas les experts en la matière. Et je crois que dans nos universités, en tout cas même si à Maradi, je crois savoir qu'il n'y a pas de faculté des lettres, si je ne me trompe. Dans les autres universités, quand même, il y a des facultés des lettres et il y a des spécialistes même du terrorisme. J'en connais quelques-uns. On devait normalement les mettre à contribution. Et même les FDS, ils doivent faire face à cette guerre avec les armes, mais surtout avec l'expertise scientifique qu'elle demande. On ne peut pas gagner une guerre comme ça sans comprendre les vraies causes. Parce que jusque-là, chacun à sa manière dit qu'il pense que c'est lié à ceci ou c'est lié à cela. Mais ce n'est pas issu d'une étude qui a pu montrer les vraies causes
et auxquels on doit donner des solutions pour s'assurer qu'une fois pour toutes, on peut résoudre ce problème. Mais néanmoins, on a compris que, en tout cas, la goutte qui a fait déborder le vase, c'était la chute de Kadhafi. Et le guide libyen, vous le savez très bien, avec sa troisième théorie universelle, et avec tout ce qu'il a fait pour ne prendre ni la théorie des capitalistes, ni même les socialistes et autres, il s'est effrayé un chemin. En tout cas, il a construit son idéologie pour montrer aux autres citoyens tiers-mondistes, et particulièrement les Africains, qu'on peut passer autrement que ce que les autres là ont fait pour se soustraire du joug, surtout du colonialisme ou du néocolonialisme. Et quand ils ont compris qu'il a pris un certain nombre de mesures sur lesquelles je ne peux pas m'étaler, puisque les uns et les autres ont y compris des vidéos qui ont été faites par des Africains, des professeurs, des docteurs, effectivement, qui ont montré preuve à l'appui les fautes de Kadhafi, entre griffes, qui lui ont valu effectivement sa tuerie par les Occidentaux, parce qu'ils se sont accordés ensemble pour pouvoir le faire disparaître, parce qu'il a voulu créer une monnaie africaine, comme vous l'avez vu dernièrement avec des ONG comme les urgences africaines et autres, quand ils ont compris que notre communauté a demandé le remplacement du CFA par ECO, là ils ont travesti en fait le choix pour faire ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Ils ont compris que Kadhafi était en train de créer les conditions pour que tout ce que nous payons, tout ce que nous donnons à l'Occident, d'une manière ou d'une autre, comme remboursement de la dette, comme d'autres dettes qu'on est en train de créer, comme les choix politiques qu'on est en train de nous faire et autres, ils ont compris que peut-être qu'il y a certains États qui vont échapper. Et effectivement, il va falloir décourager Kadhafi, tout comme en fait les autres candidats à ce que Kadhafi était en train de faire, tout comme ce qu'on a fait à Nkrumah, ce qu'on a fait à Patrice Lumumba, ce qu'on a fait à Thomas Sankara, qui est devenu, dans ce sens, l'icône de la jeunesse africaine, surtout au niveau de l'Union des étudiants nigériens. Ça a beaucoup inspiré, en tout cas, le combat de panafricaniste de Sankara a motivé et il motive encore beaucoup d'étudiants. Et c'est le chemin, en tout cas, tout ce qu'il a fait, si vous le parcourez, vous allez voir que c'est des gens qui ont réfléchi et qui ont montré la voie aux jeunes Africains. Donc, quitte à ce qu'on fasse le choix de se libérer, quel que soit le prix, ou bien de se complaire dans cette position d'assister, auquel cas on va éternellement rester comme on est. On a tout à l'heure cité un certain nombre d'États qui étaient extrêmement pauvres à l'image de nos États africains et qui aujourd'hui ont leur mot à dire dans le concert de des nations parce qu'ils ont choisi de se libérer. Et je suis entièrement d'accord avec le dernier conférencier qui m'a précédé. On peut utiliser les connaissances d'où qu'elles viennent. L'important est qu'elles puissent vous servir à vous construire. Parce que même l'Occident, pour ceux qui ont lu beaucoup d'intellectuels africains, et surtout pour ceux qui ont lu Kizerbo, l'Occident a construit sa science à partir de l'Afrique. Parce que l'Égypte, en tout cas beaucoup d'écrivains ont démontré que l'Égypte, enfin, l'Égypte pharaonique, c'était des Noirs, donc c'était des Africains. Et effectivement, tout ce qu'ils ont eu comme théorème et théorie qui leur ont permis de se construire ou de construire l'Occident, ça venait de là-bas. Donc si nous-mêmes nous pouvons prendre tout ce qui est construction, tout ce qui peut nous rendre notre humanité viable et leur laisser tout ce qu'ils veulent, avec quoi ils veulent nous assimiler, nous aussi nous aurons à gagner et peut-être un jour, même si on ne va pas devenir en retour des impérialistes,
vis-à-vis d'eux, on sera quand même écouté, on va se respecter, on va traiter d'égal à égal. Et pour revenir à la question de la sécurité ou de l'insécurité actuelle, ce qui est très fâcheux, c'est que quand vous prenez le cas du Niger, tout le monde sait que les instabilités qui ont commencé au Niger juste après l'indépendance, ou en tout cas quelques années après l'indépendance, c'était des coups d'État. Et tous ces coups d'État-là qui ont vu le jour au Niger ont été orchestrés par la France. Et quand ils se rendent compte que leur mercenaire a commencé à travailler dans l'intérêt du Niger, ils trouvent un autre mercenaire pour renverser l'autre. Et jusqu'à maintenant, on est arrivé à la phase du terrorisme international. Ils ont secoué l'Orient et l'Asie avec ça. Et juste quelques temps après, si vous vous rappelez, à la fin de la guerre de la Syrie, là, ils ont créé un couloir humanitaire, ce qu'ils avaient appelé un couloir humanitaire. Et c'est en ce moment que toutes ces têtes que la France cite pour dire qu'elle a éliminé tel ou tel responsable terroriste, c'est en ce moment qu'ils ont permis ce couloir à ces gens-là pour le ramener au niveau du Sahara, pour créer ACNI au Maghreb islamique, etc., etc. Le IGS, tout ce qu'ils ont créé là, c'était des gens qu'ils avaient utilisés pour perturber l'Orient et l'Asie. Et maintenant, puisque là-bas, vraisemblablement, ils ont compris qu'ils peuvent tout faire, mais ils ne peuvent pas utiliser la conscience de ces gens-là contre eux, ils étaient obligés d'abandonner. Vous avez vu de la façon dont l'Amérique avait quitté Afghanistan et tous les chaos qu'ils ont créés et entretenus. Et aujourd'hui, ce qu'ils avaient utilisé parmi ces gens-là contre eux-mêmes, c'est déjà, ils ont préféré, le jour où l'avion là prenait les derniers Américains qui étaient là-bas, vous avez vu qu'il y a des gens qui ils étaient sur les roues même de l'avion, parce qu'ils savent que si on les laisse, les Afghans qui se souciaient de leur pays, ils vont les oublier un à un. Et donc c'est pour dire que notre insécurité, il faut s'en convaincre, elle a une cause premièrement exogène. Et malheureusement, quelqu'un l'a dit, la richesse du sous-sol nigérien est un des facteurs de l'instabilité de tout temps et elle est aussi la cause même actuellement. Maintenant, le monde universitaire, et là, quand je parle du monde universitaire, je parle des étudiants et je parle aussi des enseignants-chercheurs et de tous ceux qui peuvent avoir leur mot à dire pour faire une contribution de manière à ce que ces débats-là soient posés. Et aujourd'hui, mieux que quiconque, il n'y a pas comme les étudiants pour poser les débats sur l'avenir du Niger. Pour deux bonnes raisons. La première, c'est qu'on le dit honnêtement ou par égoïsme, les dirigeants de demain, ils doivent provenir de vos rangs. Mais quand on essaie de voir ce qui se dessine dans notre pays, ça risque de ne pas se passer comme on le pense. Parce qu'il y a des Nigériens, un groupuscule, qui se sont donné le loisir de ne pas redistribuer les richesses, de ne pas d'ailleurs les créer. On ne crée pas les richesses. Parce que on ne crée pas, on n'industrialise pas le pays. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas développer sans industrialiser. Parce que c'est en industrialisant que vous pouvez donner de l'emploi au maximum. Même si les gens ont trouvé le malin plaisir de dire que la fonction publique ne peut pas employer tout le monde. Je me rappelle lors du lancement de la première régionalisation, ça s'est passé à Maradi, c'est-à-dire la communalisation au niveau de la région. Le lancement au Niger s'est fait à Maradi. Et à l'occasion, le directeur de la décentralisation d'alors, qui doit être l'actuel
SG ou SGA du ministère de l'Intérieur. Il avait dit devant tous les responsables qui étaient là à l'hôtel de ville de Maradi qu'avec l'effectif actuel des fonctionnaires de l'État, on ne peut pas développer un État. Mais aujourd'hui, il est facile, et souvent c'est même répété par les étudiants, comme quoi il ne faut pas que les gens s'attendent à ce qu'on leur donne un poste au niveau de la fonction publique. C'est vrai, il serait plus judicieux, ou en tout cas plus intelligent pour un jeune diplômé qui peut créer sa petite ou sa moyenne entreprise, de ne pas penser, en tout cas pour celui qui veut devenir riche, il ne doit pas s'attendre à ce qu'on lui donne un poste à la fonction publique. Parce que le plus souvent, même si vous êtes très bien payé, vous n'avez pas un salaire qui vous permet de devenir riche. Et vous êtes soumis à toutes les contingences politiques ou de gouvernance. Un jour, à vous retrouver face à une situation où vous pouvez même manquer le salaire. On sait très bien ce que les gens ont connu quand il y avait un problème de salaire. Vous demandez à nos grands frères, parce que nous, on était venus, nous, on avait trouvé le problème même du recrutement. On était confronté d'abord au problème du contrat, qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas trouvé son dénouement. Mais les autres qui ont connu la période où il n'y a pas de salaire à la fin du mois, les gens étaient devenus des misérables. Et donc, il ne faut pas souhaiter repartir. Mais si on peut construire un privé solide, et là qui doit être aussi soutenu par les banques. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir toutes les idées, vous pouvez avoir tous les diplômes. Si vous revenez, si vous n'avez pas un soutien quelque part, vous risquez de ne pas avoir le crédit nécessaire, parce que les autres pays qu'on aime imiter dans le cadre de la privatisation, là, les libéraux et les ultra-libéraux, ils ont construit leur économie à base de crédits banquiers. Même quand, avec une autre conviction des musulmans que nous sommes, il y a quand même beaucoup de choses à éclaircir dans cette histoire de crédits banquiers et autres. Mais, en tout cas, les autres que nous voulons imiter, ils se sont construits grâce au crédit banquier. Qui que vous soyez, surtout si vous avez un parcours scolaire et universitaire modèle, vous n'aurez aucune difficulté, même si vous n'avez rien comme gage, de vous prendre tous les crédits que vous voulez pour construire votre moyenne ou petite entreprise, ou même une grande entreprise si vous pouvez le faire. Et là, vous aurez quelques années pour rembourser et être avec votre propre initiative. Et peut-être soutenir d'autres jeunes diplômés qui seront là après vous. Mais au Niger, nous ne sommes pas à ce stade-là. C'est faux. On n'a pas atteint ce stade-là. Parce que d'abord, la fonction publique n'est pas saturée. De tous les domaines que vous prenez, vous avez encore de la place. Mais l'égoïsme ou l'égocentrisme des gens qui nous gouvernent fait qu'aujourd'hui, ils veulent faire la promotion de leur propre fils. Et vous allez constater, parmi ceux qui gouvernent, ils ont tous placé leurs enfants dans des positions où, grâce aux ressources du Niger, ils ne connaîtront jamais la pauvreté. Alors que à plus de 90%, tous leurs parents, tous ces gens-là qui gouvernent, c'était des enfants de pauvres. C'était des enfants de pauvres. Pratiquement, ils n'étaient même pas les enfants des dignitaires d'alors, dans leur grande majorité, je dis bien, à plus de 90%. Mais aujourd'hui, ils ont créé les conditions. Il faut que vous soyez dans le cercle de leurs enfants pour vous attendre à une promotion. Même ceux qui partent avec eux dans les partis politiques, c'est des sous-couverts de leurs enfants. Et ça, la force qui devait être là pour empêcher que cela se produise, c'est l'USN. C'est bien l'USN. Mais malheureusement, ces gens-là ont trouvé une formule à partir de laquelle ils occupent les étudiants à faire d'autres débats
qui ne sont pas souvent idéologiques et souvent même à s'affronter, malheureusement, pour oublier la vraie préoccupation du peuple, qui doit être la préoccupation des étudiants ou des leaders étudiants au moins. Donc, cette situation d'insécurité, nous sommes de plein pied. Et comme l'a dit le SG de Lyonoun, l'ancien SG de Lyonoun, je m'excuse, quand une personne est tuée en matière de la religion ou même en matière de la pensée moderne, quand une seule personne est tuée dans un état sérieux, ça devient la préoccupation de tout le monde. Je me rappelle, quand il y a eu, et je crois que tout le monde est témoin ici, quand il y a eu la tuerie des 13 militaires français, on a appelé tous les chefs d'État. Le petit Macron là, a trouvé une formule pour dire qu'il y a un sentiment anti-français et que nos chefs d'État, malgré leur âge, malgré leur position de président, ils doivent aller à Pau pour clarifier leur position. C'était ça l'expression. Alors qu'à la veille, nous, au Niger, on a perdu, selon les chiffres officiels, 71 militaires. Et par la suite, on a compris que c'était jusqu'à 141. Mais ça n'a pas empêché le chef d'État d'alors de prendre son avion, tout comme ce qui s'est produit récemment avec Bazoum. Jusque-là, on n'a pas décrété le deuil pour la mort de ces militaires-là à la frontière du Mali. Le lendemain, lui, Michel, lui a adressé, selon le communiqué officiel, une invitation pour qu'il se rende là-bas. On ne sait pas pour trouver quelle formule, ou en tout cas pour s'intéresser à quel problème, alors que des Nigériens, des militaires ont été tués dans des conditions jusque-là qu'on n'a pas clarifiées aux Nigériens. Vous voyez un peu ce qui est très choquant dans ça. J'avais prévu de faire 15 minutes de ma communication et on m'a signalé que ça fait déjà les 15 minutes. Mais je voudrais prendre 2 minutes pour parler un peu de la mendicité. Au Burkina Faso, le journaliste Norbert Zango, quand il a vu ce que les mendiants faisaient dans les rues de Ouaga, il avait alerté les hommes politiques. Il a dit que ces jeunes-là, auxquels on pense par magnanimité ou autre chose, on leur donne 25 francs, 50 francs, 100 francs. On pense qu'on fait du bien. Et il a alerté les hommes politiques pour leur dire que ces jeunes-là risquent un jour de se dire que quelqu'un ne peut pas amasser de l'argent, construire des étages, manger à sa faim, alors que eux là, ils vont continuer à être dans cette misère. Et vous avez vu ce qui lui est arrivé par la suite, compte tenu de toutes ces positions. Mais effectivement, comme l'a dit quelqu'un ici, la plupart des patrons du terrorisme, surtout ceux de Boko Haram, c'est les jeunes talibés là, qui finissent par être les bouilles et autres des professionnels du sexe et des autres bandits qui les initient à des pratiques. Et c'est des gens qui perdent totalement la foi et qui deviennent des criminels. Donc la question de la mendicité, il faut que les pouvoirs publics, je suggère à ce que dans la recommandation qu'on va faire de ce forum-là, que les pouvoirs publics posent les débats à l'Assemblée et qu'il y ait des mesures, même si ça va être un décret, pour qu'on puisse permettre à tous ceux qui ont des macrantas là, de pouvoir enregistrer l'ensemble des talibés qu'ils ont et que l'État subventionne au moins ce qu'ils vont manger pour qu'on n'ait plus à les voir dans les rues où ils peuvent être utilisés par des gourous pour créer d'autres foyers ou d'autres terreaux du terrorisme. Et il faut absolument
puisque cette mendicité n'a aucun fondement dans l'islam. Et j'ai suivi un marabout du Nigeria qui a dit que même les marabouts qui font cette pratique-là, tous les chèques là que vous entendez, vous ne verrez jamais leurs enfants mendier. Ils ne vont jamais permettre à leurs enfants de mendier. Mais quand vous posez les débats, parce qu'ils savent que l'État même a fermé les yeux sous le fallacieux prétexte de la laïcité, qui n'est pas forcément le rejet de la religion, mais c'est de ne pas prendre forcément toutes les orientations de l'État à partir d'une religion, puisqu'il n'y a pas qu'une religion, même si nous sommes majoritairement musulmans. Mais nulle part, même les spécialistes de ça, quand vous prenez les Français aujourd'hui, dans tous les débats où ils sont, ils vont vous montrer ouvertement que d'une façon ou d'une autre, le christianisme est la religion de l'État français. Parce que quand le débat s'est posé pour que la Turquie puisse être dans l'Union européenne, c'était ce que leur ambassadeur avait opposé. Et la plupart des hommes politiques et intellectuels français, ils avaient peur que la Turquie, avec le nombre de musulmans qu'elle charrie, puisse être dans l'Union européenne et que ça puisse être une menace pour leur religion. Nous sommes d'accord que c'est la laïcité qu'il faut, mais il faut que cette laïcité soit respectueuse de tout ce que socialement peut être un problème. Et la mendicité là, telle qu'elle est pratiquée, les trafics d'êtres humains, tout ce que vous connaissez de criminel par rapport à l'humanité, on retrouve ça avec cette histoire de mendicité. Et c'est ça qui a permis aux gens d'exporter notre misère dans des pays qui ne sont pas très loin, même en matière de richesse. Ce ne sont pas des pays qui sont très loin de nous. Mais ce sont des pays, effectivement, qui ont créé les conditions pour que l'éducation soit le pilier de leur développement. Et c'est en cela que je suis d'accord avec ceux qui prônent. Il faut qu'il y ait une éducation citoyenne. Pas seulement l'éducation au sens classique de l'école, mais il faut que les citoyens nigériens, que l'État du Niger donne une orientation. Comme on dit, la finalité de l'école, c'est de former un cadre responsable, etc. Tout ce qu'on a cité là, y compris ce qui a été dit dans la Lausanne, il faut que tous les citoyens nigériens, y compris ceux qui n'ont pas été à l'école, qu'on trouve un cadre de la prise en charge de leur rééducation. Comme l'a dit Issa Karien, c'est même les parents qu'il faut rééduquer. Il le faut. En Chine, où beaucoup de gens aiment prendre le modèle, mais en Chine, il y a un pourcentage de l'école publique qu'on ne doit pas dépasser. On ne doit pas avoir plus de 5% du privé en Chine. Et tous ceux qui sont dans les écoles publiques sont dans des internats. Pour qu'on donne aux uns et aux autres le sens de la nation. C'est pour cette éducation-là. Malgré leur nombre, les Chinois, parce que quand vous prenez par exemple sur un campus, aujourd'hui, les étudiants, que vous soyez, en fait, on sait que ce qui vous a unis, c'est d'abord la base et que tout le monde a obtenu son bac. Mais même si vous n'avez pas de bac, si vous vivez toutes ces réalités-là, cette camaraderie-là qui vous amène à connaître le même problème quand il s'agit de manger, le même problème quand il s'agit de logement, etc. Tout ce que vous partagez là, c'est ça qui renforce la communauté d'intérêt là, c'est ça qui renforce vos liens. Et si on les fait pour toute la société, sûrement que tout le monde va chercher à ce qu'il n'y ait pas de problème dans la société. Mais aujourd'hui, il y a certains Nigériens qui ne veulent pas, qui ne souhaitent pas à ce que ce problème d'insécurité là cesse. Même pas les autres, hein, parce que c'est grâce à ça que certains sont devenus millionnaires. Et certains vont devenir même milliardaires. Mais c'est le sang des autres qui sont en train de consommer pour devenir millionnaires. Donc c'est pour dire que je termine en disant que les conférenciers, en tout cas tous les deux que j'ai trouvés, ils ont appelé les étudiants à lire. Mais moi je dirais qu'il faut, au-delà de la lecture, parce que la lecture, c'est un élément de la culture.
je demanderai aux étudiants de se cultiver et de savoir qu'ils ont une mission. Cette mission-là, c'est d'avoir les diplômes. Cette mission-là, c'est d'avoir le travail. Cette mission-là, c'est de construire la nation nigérienne. Ce n'est pas de se trouver un bon job, d'avoir, de gagner quelques millions et de se mettre d'un côté et dire qu'on ne se préoccupe pas des problèmes de tout le monde. Aujourd'hui, dans la ville de Maradi, je ne sais pas si vous le savez, surtout la sortie sur Madaroun Fala. En tout cas, si vous n'êtes pas en groupe, et ça, malheureusement, c'est connu, y compris de tous les policiers de Maradi, vous ne pouvez pas sortir, même avec une moto, pour dépasser le cercle mess des officiers après 22 heures. Toutes les criminalités, on peut les retrouver là-bas. Tout ce que vous pouvez imaginer comme criminalité, il y a des gens qui sont dans la périphérie là et qui créent des conditions pour que l'insécurité même devienne encore une réalité et surtout qu'elle se pose avec acuité à Maradi. Et malheureusement, c'est le lot dans toutes les grandes villes du Niger. Donc, au-delà même du terrorisme, du banditisme transfrontalier, la question de la sécurité urbaine doit être une préoccupation et des créneaux de débat. Ici, j'appelle le comité exécutif à créer, en tout cas de l'IONUM au moins, à créer les conditions pour que la CECD puisse régulièrement ou périodiquement créer les conditions des débats autour de ces questions-là de sécurité. Jusqu'à ce que, et en invitant de temps en temps tous les responsables qui ont la charge. Aujourd'hui, vous avez invité le commissaire de police. Demain, vous trouvez la possibilité d'inviter les gendarmes ou même certains dignitaires traditionnels. Il faut que ces débats-là se posent et que le cri de cœur de la jeunesse, au moins universitaire, soit entendu par les autorités. Parce que le témoignage ce matin du SG des étudiants, d'une union des étudiants à l'université des Anders, moi, ça m'a davantage découragé sur le comportement du président Bazoum. Parce que si l'enseignant de philosophie qu'il était, le fils du peuple qu'il était, le syndicaliste qu'il était, s'il dit en face des responsables des étudiants que les étudiants n'ont pas à s'occuper de la question de la sécurité, mais moi je me demande quelle est la mentalité de ceux qui nous dirigent, ou quel sera en tout cas le lendemain de notre jeunesse. Au contraire, c'est lui qui devait s'intéresser et même demander, ou bien en tout cas se réjouir que les étudiants eux-mêmes se posent la question sur comment endiguer le phénomène de l'insécurité. Mais ce qu'il a fait, c'est peut-être décourager ceux qui avaient cru parmi eux. Et je suis certain que même si certains sont restés résilients, ça leur a fait froid quand même de voir que c'est le premier responsable de ce pays qui pense comme ça. Mais nous savons quand même que c'est des gens qui sont téléguidés. Ils sont présidents, comme l'a dit le chanteur, mais ils n'ont jamais présidé. Ils sont dirigeants, mais ils sont dirigés. Et la jeunesse estudiantine, quand même, elle n'a pas de choix. Il faut que cette culture-là se renforce. Il faudrait que les étudiants soient le bouclier de la nation. Sur ce, je vous remercie pour votre collaboration. Merci beaucoup, coordinateur Rota, pour votre vraiment communication très instructive et brillante et surtout important pour les camarades. À présent, nous allons passer à la deuxième phase de la thématique du jour, c'est-à-dire de passer le micro aux camarades. Et nous demandons aux camarades, s'il vous plaît, de ne pas d'être bref dans les questions et les suggestions pour ne pas prendre en otage. Parce que parmi les conférenciers, il y a certains qui vont quitter 4 heures du matin pour rejoindre leurs activités professionnelles. Je risque de quitter à 1 heure.
Non. Pas plus de 11 minutes. Hein. D'accord. Si je Donc, risque de ceci est pas la avoir- première liste d'intervention et vous. Regardez, il était là pour m'amener à Zaria. Ouais, ouais. À mon véhicule qui a eu un problème. Parce que ça C'est va ça nous même qui m'a retardé. Premier numéro, deuxième numéro, troisième numéro, légèrement quatrième numéro, cinquième numéro, sixième, septième, huitième, neuvième là-bas, dixième ici, onzième en veste bleue, Cache. onzième en anti-reflet, Tu vois, c'est- douzième là-bas derrière. Toi, tu as déjà le numéro. Proposition par rapport au temps d'intervention. Pour les 2 minutes. deux- Ça fera 22. 2 minutes. Donc, la majorité prime, la majorité compte, on maintient les 2 minutes. Très rapidement. Je sais le premier Ça numéro fera à 22, la parole. 24 minutes. C'est bon. 2 minutes, c'est inspirant. Hein. Donc, C'est le temps. salam alaikum. Et bonsoir tout le monde. Et je me présente au nom de